Antonia Tulong, on voudrait comprendre ce qui paraît souvent incompréhensible, la barbarie. Et on va mesurer l'horreur de cette barbarie à travers l'histoire d'une femme, qui était votre sœur. Rincy, elle avait quel âge quand elle était à Phnom Penh lorsque les Khmers rouges sont entrés, je l'ai dit, elle avait quel âge? Elle avait 31 ans. Elle travaillait, elle avait en fait une activité régulière à l'ORTF, l'antenne de l'ORTF à Phnom Penh. Où j'étais moi-même correspondant. Donc. Voilà, où elle vous a rencontré. Et son mari était fondé de pouvoir à la banque Khmer pour le commerce. Ils représentaient tous les deux, certes, une classe bourgeoise ou aristocrate que les Khmers rouges honnissaient. Mais comme on l'expliquera peut-être tout à l'heure, on a conçu autour d'elle un système un piège, un système de confession où on lui a fait avouer des fautes évidemment qu'elle n'a pas commises. Alors, elle était restée à Phnom Penh. Heureusement, elle avait envoyé ses 3 enfants en France. D'ailleurs, ses plus jeunes sœurs, dont vous étiez déjà en France pour suivre des études. Elle aurait pu survivre parce qu'elle avait projeté, les Khmers rouges sont entrés en avril 75. Voilà, le 17 avril. Projeté d'aller en mai en France, mais elle était là. Elle se fait arrêter avec ses cousines. Voilà. Et ce qui lui coûte cher, c'est qu'elle parle français. Voilà. Un crime aux yeux des Khmers rouges. Voilà. Elle était cultivée francophone. Il y a 2 choses qui l'ont perdue, parce que dans ce groupe familial, mes cousines ont survécu. Elles ont vécu l'enfer, elles ont survécu. Ce qu'il a perdu, c'est que d'une part, pour ne pas se faire comprendre de ses geôliers, elle a parlé français, souvent. Donc elle s'est fait remarquer. Alors c'était évidemment la faute extrême. Comment dire, montrer qu'on a été contaminé par l'Occident, c'était effectivement très très grave. Ensuite, lorsqu'on lui a demandé de décliner son identité, au lieu de se présenter sous son nom de femme mariée, qui est Marie, elle a dit qu'elle s'appelait Tulong et qu'elle attendait le retour de son père et du prince Sihanouk. Voilà, qui était un ancien ministre, son père, et un ancien diplomate. Elle est arrêtée, après avoir été condamnée à des travaux forcés, est arrêtée et emprisonnée dans ce fameux centre S21. Oui. De 75 à 79, je sais que vous n'aviez plus du tout de nouvelles. Vous aviez mené vous-même une grève de la faim pour obtenir l'accueil de réfugiés cambodgiens pendant plusieurs jours. Et en 79, vous obtenez des nouvelles grâce à une équipe d'Antenne 2 qui est allée filmer. Et qu'apprenez-vous à ce moment-là? Alors, nous avons des lettres, nous recevons des lettres de nos cousines nous disant qu'elles ont survécu, que leurs maris ont tous péri. Et elles ne parlent pas, elles ne mentionnent pas le décès de ma sœur. Donc, nous avons un espoir. Nous nous disons, ça se trouve, elles ne se seront pas retrouvées. Ma sœur se trouve peut-être ailleurs. Mes cousines ont rencontré l'équipe d'Antenne 2 à Phnom Penh. Et il y a eu encore un espoir, en se disant, peut-être est-elle dans un village perdu au fin fond du Cambodge, malade peut-être, mais peut-être peut-on encore la sauver. Et on voulait se cacher, en fait, la vérité. Les cousines, nous les avons aidées pour les faire venir en France par le biais des camps de réfugiés en Thaïlande. Et c'est là qu'elles ont appris qu'elle avait été éliminée à la prison de Tuol Sleng parce qu'elle-même avait fait leur enquête sur place et avait retrouvé effectivement des preuves de son séjour, si je puis dire séjour, dans cette prison. Exécutée après 1 an de torture. Elle y aurait séjourné de décembre 1975 à avril 1976. Et la date enregistrée de son décès est le 31 avril 1976, une date qui n'existe pas. Mais vraisemblablement, c'est dans cette période-là qu'elle a dû succomber aux mauvais traitements et aux tortures qu'on lui a fait subir. Et à quel moment avez-vous appris, avez-vous eu des précisions sur justement ces souffrances qu'elle avait subies pendant... C'est nos cousines. C'est nos cousines qui ont pu nous rapporter d'abord les mois, les semaines qu'elles ont vécues ensemble, du mois d'avril 1975 jusqu'en novembre 1975. Elles ont été déportées dans une zone de 30 à 50 km de Phnom Penh. Et elles ont été soumises à des travaux de champ. Mais ma sœur a malheureusement eu un régime spécial, puisqu'on l'a persécutée, elle, plus spécialement. Elle a été soumise aux travaux les plus pénibles. Et un soir, en novembre, on l'a appelée, alors qu'elle se trouvait dans le groupe des cousines, on l'a appelée et c'est là qu'on perd sa trace.
On ne sait pas si elle a été emmenée directement à la prison de Tuol Sleng ou bien si on l'a emmenée dans un autre village. Ce qui est sûr, c'est qu'elle y était au début de l'année 1976. Et l'accusation qui était formulée contre elle pour justement justifier l'exécution était complètement stupide et dérisoire. Elle appartenait à la CIA, disait-il. Elle menait un réseau de la CIA. C'était un agent de la CIA. En fait, on lui a fait avouer, sans doute sous la torture, qu'elle dirigeait un réseau de la CIA et c'était un système extrêmement élaboré. J'ai pu retrouver l'interrogatoire traduit en français et c'est extrêmement élaboré dans la mesure où les Khmers rouges, Dutch je pense, a pris soin de mélanger tout ce qui était réel, son état civil, l'âge de ses enfants, de ses parents, sa profession, et d'injecter à l'intérieur des mensonges qui pouvaient laisser croire que c'était une criminelle qui agissait contre l'autorité. Et dans les détails, si on peut regarder son interrogatoire, elle décrit également le réseau qu'elle dirigeait. Alors, ils avaient toutes ses connaissances cambodgiennes, ses amis français, ses collègues français à l'ORTF. Donc vous appartenez à la CIA. Il est mentionné que Paul Amar est employé par ma sœur pour un salaire mensuel de 200 $. Également René Laporte, un journaliste qui se trouvait à cette époque-là au Cambodge en poste. Également François Davina, futur journaliste à Libération. Ce qui, je pense, vous pouvez le confirmer, était totalement faux. C'était une paranoïa totale, je peux en parler, puisque j'ai lu une partie de ce dossier que vous m'avez transmise. Et on disait que, par exemple, en 1970, j'étais formé par un laboratoire allemand, d'ailleurs, à Singapour ou à Hong Kong, alors qu'en 70, j'étais tout simplement étudiant à Paris. Donc on est complètement, et c'est ce que je dis de moi, est aussi vrai de François Devina, mon confrère qui était là-bas, est aussi vrai de René Laporte, mon confrère René, qui nous a formés, et d'Alain Coat, voilà, tous les journalistes qui se trouvaient à Phnom Penh et qui représentaient les uns France Inter, les autres la télévision ou d'autres la presse écrite, et qui étaient à Phnom Penh. Certains d'entre eux, dont c'était mon cas d'ailleurs, avaient été rappelés avant 75, juste avant 75, avant l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh, ce qui tout simplement illustre la paranoïa collective de ces Khmers rouges. On est complètement dans les procès staliniens, et il fallait justifier de cette manière aussi odieuse l'exécution. C'est ce qu'on ne comprend pas au fond, que des Khmers, des Cambodgiens, aient exécuté leurs propres frères, au total 2 millions. Il y a quelque chose qui nous paraît incompréhensible. Je crois qu'il faudra de longues années de travail d'historien, d'analyse, de recherche pour essayer de comprendre le mécanisme. Actuellement, ce sont des historiens étrangers en fait qui se penchent un peu sur la question, mais je crois qu'il va falloir que les Cambodgiens se réapproprient leur histoire et arrivent après, je pense, des analyses approfondies, des archives que les Khmers rouges ont laissées, que Dutch a laissées, d'essayer de comprendre le mécanisme. Je pense comment dire, s'il y a une piste possible de compréhension, je crois qu'elle ne peut venir que des Cambodgiens eux-mêmes. J'imagine la douleur qui sera la vôtre, lorsque vous irez témoigner, parce que vous êtes partie civile à Phnom Penh quand le procès se reprendra, le procès de Dutch, la douleur de toute la famille, notamment de ses enfants, Nevinka, qui est venue, la fille de Rincy, qui est là, ici, qui n'a pas voulu s'exprimer, mais qui est là et qui porte en elle cette douleur, évidemment, depuis l'exécution de sa propre mère, et cette douleur d'autant plus forte que certains Khmers rouges, et c'est un comble, sont encore au pouvoir, Laetitia. Le Premier ministre actuel, notamment, est un ancien chef de bataillon Khmer rouge, et beaucoup d'anciens révolutionnaires vivent aujourd'hui au sein de la société civile cambodgienne, assez tranquillement. Ingwik, vous allez voir, par exemple, ne se cache pas. Il travaillait pourtant au centre S21. Il raconte comment il était chargé d'exécuter les gens. Au bord de la fosse, je leur donnais à chacun un grand coup de barre de fer sur la nuque. Ils tombaient et on les achevait ensuite au couteau. J'étais cruel, je le sais, mais je n'avais pas le choix. Si on ne l'était pas, on était accusé d'être un traître.